À l'est du bassin méditerranéen, la Palestine se trouve au cœur d'une région extrêmement sensible. Elle est répartie sur 2 territoires séparés par l'État d'Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Comme capitale, les Palestiniens revendiquent la partie est de Jérusalem. En réalité, le gouvernement siège aujourd'hui à Ramallah. 3 pays, dont la Palestine, se partagent la mer Morte dans un environnement où le désert étend de plus en plus son emprise. Pourtant, même si elle recule, la végétation de type méditerranéen n'a pas dit son dernier mot. Dans les vallées ou sur les flancs des collines, partout où la verdure trouve des conditions favorables, elle réussit à prendre pied et à s'accrocher. Mais seuls les végétaux les mieux adaptés arrivent à s'installer. La faune locale s'enrichit d'espèces de passage, comme la cigogne. Depuis 1947 et le plan de partage de la Palestine conçu par l'ONU, le territoire palestinien s'est réduit comme une peau de chagrin. Malgré tout, les pays qui reconnaissent l'État palestinien sont de plus en plus nombreux. Yasser Arafat a été le premier président de la Palestine. La Palestine possède tous les attributs d'un véritable État, avec une police et une administration propre. Mais le pays est toujours occupé par Israël, avec les lourdes contraintes que cela représente. La démographie est un enjeu majeur dans un pays aussi jeune. Pour la population, seule une paix durable peut offrir des perspectives d'avenir. La forte croissance démographique a des conséquences immédiates sur l'habitat. Les nouvelles constructions individuelles ou collectives font leur apparition sur les terrains disponibles à l'écart des villes. Dans les principales agglomérations palestiniennes, les quartiers s'organisent en fonction du niveau de vie des habitants. Et entre les propriétés, le contraste peut être saisissant. Quelques habitations affichent un standing spectaculaire dans un pays qui connaît une importante crise du logement, en raison notamment de l'interdiction de construire dans certaines zones et des expropriations exigées par l'occupant. Au bord des routes ou à proximité de certaines bourgades, on rencontre une population nomade qui vit dans un confort très sommaire. Les Bédouins sont pour beaucoup devenus sédentaires, tout en perpétuant des traditions ancestrales, comme l'élevage. L'eau est vitale pour la Palestine. Pourtant, par rapport à d'autres pays du Proche-Orient, la région n'en manque pas. Mais la répartition est très inégale entre les vallées et les zones plus élevées. Comme le réseau de distribution est dépassé, il faut aller chercher l'eau là où elle se trouve. Les coupures dans l'approvisionnement sont fréquentes et les pertes sont considérables. Pour compenser, les Palestiniens ont pris l'habitude de stocker le précieux liquide dans des citernes posées à même les toits. L'élevage est une activité attestée en Palestine depuis plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Les moutons et les chèvres font partie intégrante du paysage. L'agriculture remonte aussi à plusieurs millénaires. Sur une terre très calcaire, les activités agricoles assurent aujourd'hui le quart du produit intérieur brut de la Palestine. Les espèces cultivées sont typiques du bassin méditerranéen, et en particulier les agrumes. Mais les exportations sont très difficiles, voire impossibles. La production reste la plupart du temps limitée à la consommation locale. L'olivier fournit un revenu appréciable en Palestine. Il couvre près de la moitié des sols cultivables. Même si les Palestiniens ont perdu une partie importante de leurs terres agricoles, l'agriculture compense les faibles ressources du sous-sol. On pile le gravier pour obtenir du ciment. Les références culturelles sont d'importantes sources d'inspiration pour l'artisanat palestinien. Les traditions se transmettent notamment par l'artisanat, mais les débouchés dépassent rarement le marché local. Les moyens dont dispose l'État palestinien dépendent largement de l'aide internationale. L'aide provient d'organisations diverses. Elle représente une partie importante du budget national. Des infrastructures modernes existent à travers le pays.
notamment pour le transport de l'électricité. Malheureusement, les coupures sont fréquentes dans certaines zones comme Gaza. Elles compliquent la vie et compromettent le développement économique du pays. Dans certains cas, cependant, l'électricité peut être générée par des panneaux solaires. Le réseau routier palestinien est plutôt en bon état, mais les contrastes sont très marqués. Dès qu'on s'éloigne des axes principaux, l'état des routes laisse à désirer. Et les véhicules qui les empruntent sont aussi très différents les uns des autres. En Palestine, les véhicules roulent à droite, bien que le pays fût un protectorat britannique pendant près de 30 ans. Il y a deux types de routes en Palestine. Les routes dites de contournement sont principalement réservées aux colons israéliens. De hauts murs les protègent et leur entretien est excellent. Tout le territoire palestinien est ainsi cloisonné par l'occupant. Les routes de contournement desservent les nombreuses colonies israéliennes qui occupent souvent des positions stratégiques au sommet des collines. Toutes les colonies israéliennes en Palestine sont considérées comme illégales par le droit international. Autre contrainte israélienne dans le paysage palestinien, le mur de séparation. Le mur en béton peut s'élever jusqu'à 12 mètres de haut et devrait couvrir une longueur de plus de 800 km. Il passe à travers tout en isolant les maisons et même les cimetières. Le mur complique la vie de tous les jours en Palestine. La vie quotidienne est rythmée par les trois grandes religions monothéistes dont la Palestine est un haut lieu. L'islam est la plus récente. La religion musulmane a été fondée près de 7 siècles après le christianisme, qui a vu le jour ici. La plus ancienne des trois religions est la religion juive. En Terre Sainte, les trois religions se partagent souvent les mêmes lieux sacrés. C'est le cas à Jérusalem, sous le dôme doré du rocher, et sur l'esplanade des mosquées. Les trois religions ont chacune connu dans la ville de Jérusalem des événements importants de leur histoire. Chacune exprime sa spécificité. Chaque croyance se manifeste par des rites et par des symboles particuliers. Au sein même d'une religion, les rites peuvent changer selon les sensibilités. La vieille ville de Jérusalem s'abrite derrière des remparts plusieurs fois démolis et reconstruits. Anciens ou contemporains, des murs ont été dressés, mais ils n'ont jamais empêché l'histoire d'avancer. Ce jour-là, une grande agitation règne à l'entrée nord de la ville de Bethléem. Les soldats israéliens tiennent le public à distance, ainsi que les nombreuses caméras de télévision. En provenance de Jérusalem, un convoi de véhicules s'approche sous haute surveillance israélienne. Le public attend une personnalité importante. Dans le cortège, un véhicule arbore la croix de Jérusalem, un très vieil emblème des chrétiens d'Orient. Il annonce une autorité très respectée pour l'Église catholique. Le patriarche latin de Jérusalem franchit le mur de séparation pour aller dans la ville natale du Christ. Il se rend à Bethléem une fois par an, le jour de Noël, et son déplacement ne passe pas inaperçu. Les soldats israéliens verrouillent le secteur. Une fois que le patriarche est passé, la lourde porte se referme jusqu'à l'année suivante. Le mur de séparation fait partie du quotidien des Palestiniens. Il est même devenu un lieu d'expression et le support d'un art mural engagé. Toutes les convictions s'y affichent et les hauts faits de l'histoire nationale sont racontés pour la postérité. Intifada signifie soulèvement en arabe. Ce mot désigne en Palestine les révolutions menées contre l'occupant. Depuis, le terme a été exporté dans tout le monde arabe. Les messages, parfois contradictoires, fleurissent un peu partout, comme sur une large bande dessinée. Les points de contrôle pour passer d'un côté à l'autre, les checkpoints, font aussi partie du quotidien. Ici, les piétons empruntent des couloirs de prison sous le contrôle de caméras.
Le long des routes, les checkpoints sont moins sophistiqués, mais tout aussi humiliants. La perte de temps est énorme. À l'extérieur, les taxis attendent les clients. La situation au checkpoint entre Bethléem et Jérusalem, c'est quelque chose de très difficile. Il y a des gens qui viennent tôt tous les matins, vers 3 heures de Bethléem et de Hébron, et ils attendent des heures, 4 ou 5 heures, pour passer de l'autre côté du checkpoint. Ramallah est une ville en pleine croissance. Une croissance qui est surtout verticale, parce que les Israéliens limitent tout développement à la périphérie. Les permis de construire sont accordés au compte-gouttes et les lourdeurs administratives retardent les travaux. Les prix de l'immobilier soutiennent la comparaison avec les prix parisiens. La petite ville chrétienne des origines a beaucoup changé. Elle attire de plus en plus de Palestiniens et le marchand de jus de caroube ne sait où donner de la tête. Pour son développement, la Palestine peut compter sur l'enseignement prodigué à l'université de Birzeit. 8 facultés assurent le rayonnement de l'établissement, situé à 15 km de Jérusalem. La vitalité de Ramallah est réelle aussi, dans le domaine artistique. De nombreux artistes portent les couleurs de leur pays à travers leurs œuvres. Ils envisagent l'avenir de la Palestine. Ils esquissent de nouvelles perspectives et imaginent à leur manière la reconstruction nationale. Armés de leur talent, les artistes prennent bien entendu position sur les questions politiques. Ils expliquent et dénoncent, parfois de manière très originale. L'un d'entre eux crée des panneaux routiers bien personnels et en recouvre discrètement les vrais. Le détournement du mobilier urbain, un moyen d'expression artistique et un acte de résistance. En quittant la ville de Ramallah, vers le nord-est de la Cisjordanie, on se dirige vers Naplouse et Jénine. Après quelques kilomètres, apparaît une petite ville plusieurs fois mentionnée dans la Bible, Taïbé. Au milieu d'un paysage aride, la localité se trouve au sommet d'une colline. En Palestine, la réputation de Taïbé repose notamment sur une école et une église qui ne passent pas inaperçues. Au sommet du clocher de l'église du Saint-Rédempteur, la croix est fixée sur une antenne qui permet les émissions de la radio paroissiale. Ici, l'école catholique se distingue des autres écoles. Le père Raed Abou Chaklia est le très dynamique curé de la paroisse. C'est très important de savoir que dans cette école, même si c'est une école catholique chrétienne, il y a des chrétiens et des musulmans des villages voisins. En Palestine, les références culturelles sont multiples. Je suis citoyen du monde, mais originaire d'un autre petit village au nord, à côté de Jénine, dans les territoires palestiniens occupés. Donc heureusement ou malheureusement, je suis arabe et palestinien et chrétien et catholique et prêtre en même temps. La localité de Taïbé a été évangélisée par le Christ et ses disciples. Nous sommes entourés par 16 villages entièrement musulmans dans cette région nord-est de Ramallah. Et nous sommes le seul village entièrement chrétien. Les rapports sont très bons, même dans notre école ici. On a un tiers d'enfants qui sont musulmans. Taïbé est un bel exemple d'harmonie et d'équilibre entre les différentes composantes palestiniennes. On y fabrique des objets d'artisanat qui portent tous le même message d'espoir, la paix. Taïbé ne ressemble à aucune autre localité palestinienne. Elle a réussi à faire de son nom une véritable marque. Une activité industrielle inattendue y a été créée, une brasserie. Maria Khoury en est la directrice. C'est là-haut que nous entreposons l'orge pour la garder fraîche. C'est là aussi que nous la pressons. Pour produire de la bière en pays musulman, il est important de décliner la production. Ici, en Palestine,
Nous avons une population qui, à 98%, n'a pas le droit de boire de l'alcool selon le Coran. Nous avons conscience de nos responsabilités sociales et nous pensons qu'il était de notre devoir d'offrir aussi une bière sans alcool aux personnes ne pouvant pas consommer de l'alcool. Nous espérons pouvoir faire de la bière librement pour tous les amoureux de la bière. Et le succès est au rendez-vous. Même la presse israélienne en parle. La bière pourrait-elle rapprocher les peuples? En direction de Naplouse, la route traverse la région biblique de la Samarie. Sur le mont Gérizim, une petite communauté de Samaritains est installée depuis la nuit des temps. Les Samaritains sont à la fois proches et différents des Juifs, mais ils sont reconnus comme Juifs par l'État d'Israël. Leur histoire complexe remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines. Husni Cohen est un prêtre samaritain. Les Samaritains ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale, mais ils se réfèrent aux 5 premiers livres de la Torah. Pour la lire, ils utilisent le langage samaritain ancien. Nous, les Samaritains, nous vivons sur le mont Gérizim parce que c'est un lieu sacré pour nous. Nous croyons que c'est ici qu'Abraham est venu sacrifier Isaac, que c'est ici qu'il est arrivé en venant d'Irak, en allant vers Moria. Et même Jacob est venu de Sichem, la première capitale du royaume d'Israël, jusqu'ici. Nous sommes sur le flanc de la montagne, et le mont Gérizim est le seul endroit où nous pouvons faire des sacrifices. Au nord de la Cisjordanie, Naplouse est la plus importante cité des territoires palestiniens occupés. La localité qui déborde d'une vie trépidante est riche d'un passé vieux de 5000 ans. Le rayonnement intellectuel et la puissance économique de Naplouse sont reconnus à différentes époques, notamment à la période ottomane. De riches familles, comme les Toukanes, contrôlent la fabrication du savon à l'huile d'olive. Les cubes de savon sont empilés pour sécher sans prendre trop de place. Ils forment des colonnes appelées tananir, où l'air peut circuler. Dans ces conditions, le savon sèche en 2 ou 3 mois. Jadis, la vieille ville de Naplouse comptait une trentaine de savonneries. Le souk de la ville remonte aussi à l'époque ottomane. Dans les ruelles, le kmaj, le pain au levain, répand son parfum entêtant. Le baklava est une pâtisserie très sucrée à base de pâte feuilletée. Le fromage blanc est un ingrédient incontournable du knafé, une pâtisserie typique de Naplouse. On le prépare sur une large casserole plate que l'on manipule avec dextérité. Le knafé est une sorte de gâteau au fromage qui connaît de nombreuses variantes au Proche-Orient. Il est parfumé à la fleur d'oranger et se déguste bien chaud. Toutes les tendances de la mode féminine sont représentées dans le souk de Naplouse. Dans un souk, les activités sont souvent rassemblées par genre. Les épices et les plantes aromatiques sont regroupées entre elles. Certaines sortent de l'ordinaire, comme le curieux citron noir. Dès l'Antiquité, les épices sont comptées parmi les produits commerciaux les plus coûteux. Monsieur Breck prépare le za'atar, un mélange d'épices. On vend du thym, des épices, de la tisane, vraiment toutes sortes d'épices. On fait ce métier depuis 1936. À l'époque de mon père, nous avions d'autres magasins dans la vieille ville en bas, dans la rue de Salah et la rue Al-Nasr. Nous sommes très anciens dans ce métier. Dans la liste des épices, il ne faut pas oublier la graine de café. Donc, au sens strict, le thé est aussi une épice. Il accompagne le jeu très ancien de tric-trac et se marie bien avec le narguilé. Un art de vivre que le hammam entretient depuis le début du XVIIe siècle, à l'époque ottomane.
Sur les hauteurs de la ville, les vents sont favorables à la pratique du cerf-volant, un symbole de liberté en Palestine. Une liberté à laquelle les femmes palestiniennes sont très attachées. Dans une société où l'homme occupe une place prépondérante, les Palestiniennes militent pour les droits de la femme. Les Palestiniennes ont beaucoup d'acquis, mais le combat pour le statut des femmes continue. Au nord de Naplouse, des colonnes de pierre semblent pousser parmi les oliviers. Sébastia, une ancienne cité romaine, a laissé des vestiges qui datent de plusieurs décennies avant le Christ. Mais la présence humaine ici est beaucoup plus ancienne puisqu'elle remonte à des millénaires avant notre ère. Pour certains chrétiens, Sébastia est une localité importante en Terre Sainte. En effet, elle aurait abrité le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Monsieur Dababneh possède la clé d'une petite crypte où Saint Jean-Baptiste aurait été décapité. Je suis le seul chrétien du village. Personne n'est au courant, mais il y a aussi le père Jacob Well qui a une autre clé. Il est de Naplouse. Moi, je vis ici, à Sébastia. Au nord de la Cisjordanie, la localité d'Araba connaissait déjà la prospérité à l'époque ottomane. La puissante famille Abdel Hadi y avait établi son fief. Plusieurs membres du clan ont fait construire des palais qui communiquent entre eux. Les murs témoignent de leur raffinement. Le village de Bourkine est entré dans l'histoire de la Terre Sainte. L'église orthodoxe grecque est dédiée à Saint Georges luttant contre le dragon. Le prêtre Émile Al-Sayeg accueille les visiteurs. Nous sommes ici dans l'église Saint-Georges. Elle appartient aux orthodoxes du village. C'est une des plus anciennes églises de la Terre Sainte. L'église originelle de l'époque byzantine est construite à l'endroit où le Christ aurait guéri 10 lépreux. C'est l'un de ses rares miracles collectifs. L'édifice a été restauré à plusieurs reprises. À quelques kilomètres de là, la ville de Jénine se situe à l'extrême nord de la Cisjordanie. La ville était jadis très prospère, mais elle a beaucoup souffert de l'occupation. Aujourd'hui, la vie semble reprendre le dessus, notamment grâce à différentes activités culturelles. Le théâtre de la Liberté, par exemple, permet aux jeunes de Jénine d'exprimer leurs angoisses et d'évacuer le stress lié à l'occupation. Le cinéma de Jénine, un des rares cinémas de Palestine, est un autre endroit de la ville où la culture sert la cause palestinienne. Mais le cinéma ici est une activité bien incertaine. Ismaël Jabarine est le responsable de la salle. Le problème, c'est que les jeunes qui avaient 5 ou 6 ans lors de la première intifada, aujourd'hui, ils en ont 30. Et ils ne sont jamais allés au cinéma de toute leur vie. Donc ici, aller au cinéma, c'est une démarche qui n'est pas naturelle. Il faut se demander ce qui se passe à l'intérieur. C'est donc un long processus, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. L'olivier a toujours fait partie de la culture palestinienne. Cet arbre est l'objet de toutes les attentions car l'huile d'olive est le premier produit agricole à l'exportation. Monsieur Abou Farah connaît bien le marché. C'est une des principales richesses agricoles dans l'économie palestinienne parce que sa valeur est importante.
Actuellement, le chiffre d'affaires se situe entre 200 et 250 millions de dollars par an. De plus, c'est une richesse qui est très bien répartie. La plupart des familles rurales palestiniennes cultivent l'olivier et produisent de l'huile d'olive. La présence de l'olivier en Palestine remonte à des millénaires. La Palestine est connue pour être le pays des oliviers. C'est donc une tradition qui remonte à plus de 5000 ans. Traditionnellement, l'olivier a toujours été un élément important dans la vie des familles palestiniennes. Pour l'huile d'olive, pour se nourrir et aussi pour l'argent. Vers le sud de la Palestine commence une descente très accentuée. En effet, on quitte les sommets de Cisjordanie qui culminent à 1000 mètres environ et la route qui descend passe rapidement sous le niveau de la mer. Dans le désert de Judée émerge la mosquée de Nabi Moussa. Selon la tradition, c'est ici que Moïse est enterré. Mais on n'en a pas la certitude. Le prophète Moïse joue un rôle fondamental dans les trois religions monothéistes. Plus on descend vers le sud de la Cisjordanie, et plus la dénivelée est importante. À moins 250 mètres, on arrive dans la ville la plus basse du monde, Jéricho. Une des plus anciennes aussi, habitée depuis plus de 11 000 ans. La présence de sources d'eau chaude et d'eau froide a favorisé l'installation de la ville et son rayonnement. La mosaïque est ici une tradition, perpétuée par le centre de la mosaïque. Naïma Abed Al-Shawa. La mosaïque existe en Palestine depuis très longtemps. Nous, au centre, nous sommes en train de faire revivre cet artisanat. On organise des stages à l'attention des enfants et des femmes. Sur le pourtour de la Méditerranée, la mosaïque est l'une des formes d'art les plus anciennes. Dans la ville, un figuier sycomore très ancien pourrait être contemporain du Christ. L'eau de certaines sources à Jéricho était impropre à la consommation. Le prophète Élisée purifia l'une d'entre elles en y jetant du sel. Un miracle qui contribua à la reconnaissance d'Élisée par les trois grandes religions. Jéricho possède plusieurs sites historiques majeurs. L'un des plus prestigieux est le palais d'Hicham, un calife du 8e siècle après Jésus-Christ. Les ruines qui subsistent révèlent la grandeur et l'élégance de l'architecture à l'époque des Omeyyades, une brillante dynastie musulmane. Le palais d'Hicham était construit au beau milieu du désert, mais on avait réussi à l'entourer d'un parc luxuriant qui a complètement disparu aujourd'hui. De splendides mosaïques rappellent encore la végétation. Autour de Jéricho, tous les sites historiques dignes d'intérêt ne sont pas aussi faciles d'accès. Ainsi, il faut emprunter un téléphérique pour se rendre au monastère orthodoxe grec de la Tentation. Le Christ aurait jeûné sur le mont Carental pendant 40 jours, en résistant à toutes les tentations. À proximité de la mer Morte et en plein désert de Judée, le monastère Mar Saba a été fondé au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est l'un des plus anciens monastères encore habités au monde. Il appartient à l'Église grecque orthodoxe de Jérusalem. Depuis des siècles, la vallée du Cédron est fréquentée par des ermites en quête de solitude. L'église catholique de Béthanie est proche du tombeau de Lazare.
On vient du monde entier pour se recueillir sur la tombe d'un ami du Christ. Il aurait été ressuscité 4 jours après sa mort. L'épisode est important, car la résurrection de Lazare annonce celle du Christ. Les miracles du Christ sont mentionnés dans le Coran. Au creux d'une vallée, dans la localité de Artas, le monastère entretient un magnifique jardin potager. Ici, les cultures prospèrent malgré la proximité du désert de Judée. Les réserves en eau de la vallée sont connues et exploitées depuis des siècles. Plus au sud, Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie. C'est aussi une des plus anciennes. Elle a été fondée il y a 4000 ans. Le gazon artificiel est une réponse au manque d'eau. Mais on n'a pas trouvé de solution au problème principal que connaît la ville. Dans le souk, la plupart des boutiques sont fermées. Quelques artisans maintiennent un semblant d'activité, mais l'effervescence du passé n'existe plus, comme si le temps s'était figé. La décontraction apparente dissimule la résignation face à la réalité. Une colonie israélienne installée en plein centre-ville domine le souk. Des projectiles divers tombent souvent dans les ruelles et il a fallu tendre un grillage pour s'en protéger. Le souk d'Hébron paraît cadenassé et beaucoup de ses allées finissent aujourd'hui en impasse. Le tombeau des patriarches est un monument majeur en Terre Sainte. Il est assidûment fréquenté par les Juifs qui le considèrent comme leur deuxième lieu saint. C'est ici qu'Abraham, le père fondateur du judaïsme, aurait acheté la première parcelle de la terre promise. Plusieurs personnages clés de la Bible y disposent d'un cénotaphe, un tombeau sans corps. Les Palestiniens appellent le lieu la mosquée d'Abraham. Ils s'y recueillent également, quand ils le peuvent. Ils reconnaissent comme les Juifs le rôle d'Abraham, un des 5 grands prophètes. Les musulmans se recueillent aussi devant le cénotaphe d'Abraham, mais ils y accèdent par un autre côté. Toute la complexité de la Terre Sainte tient dans cet endroit, qui est également honoré par les chrétiens. La colonie israélienne du centre-ville est très protégée. Avec comme prétexte la sécurité, un quartier entier a été vidé de ses habitants. Les Palestiniens doivent supporter une ségrégation qui a des conséquences édifiantes. L'armée israélienne occupe toutes les rues maintenant. Il ne nous reste qu'environ 50 mètres de rue, pas plus. La rue est divisée en 2. Une bande étroite réservée aux Palestiniens, à côté d'une voie bien plus large, accessible seulement aux véhicules israéliens et aux colons. À Hébron, les métiers à tisser travaillent sans relâche. Ils fournissent le tissu qui servira à réaliser une coiffe très ancienne, le kéfier. Les couleurs du kéfier permettent d'identifier son propriétaire. Le kéfier ne se porte pas n'importe comment. Il faut placer correctement le cordon qui le maintient sur la tête, puis remonter les pans. Et en donnant au kéfier une certaine forme, on arrive même à faire passer un message, comme le faisait Yasser Arafat. Il le portait en lui donnant la forme de la Palestine. Il y a des kéfiers de différentes couleurs. Mais nous, en Palestine, nous utilisons le noir et blanc. Le rouge, ce n'est pas pour nous, mais plutôt pour les Jordaniens et les Saoudiens. Le noir et le blanc sont nos couleurs traditionnelles. Autre fleuron de l'artisanat palestinien, le verre soufflé. À partir du verre fondu, les formes, les motifs et les couleurs sont d'une infinie variété. Hamdi Al-Vacha connaît l'histoire du verre dans la région.
À Hébron, le travail du verre est une spécialité très ancienne. Nous ne savons pas quand cela a commencé, on n'en a aucune idée. On travaille le verre dans le centre de Hébron peut-être depuis 500 ans. La tradition se transmet de génération en génération. Nous avons appris le métier de père en fils. Ici, dans notre atelier, nous travaillons avec nos frères et nos enfants. Les motifs ornementaux et les couleurs délicates habillent les pièces d'artisanat. Un grand nombre d'objets partent pour l'exportation. Ils mettent en œuvre des techniques ancestrales. Beaucoup emportent bien loin d'ici des messages de paix, des messages d'espoir. La roche calcaire très pâle donne à la région une couleur dominante assez constante. D'innombrables bâtiments en font traditionnellement usage dans la ville de Bethléem. Bethléem est en majorité peuplée de Palestiniens musulmans. Les falafels cuisent dans l'huile bouillante. Les odeurs de cuisson se répandent dans le souk d'une ville qui se sent de plus en plus à l'étroit. Du balcon de son bureau, le gouverneur de la ville de Bethléem voit son territoire se réduire progressivement. Il y a 2 villages palestiniens isolés derrière la colonie. Les habitants de ces villages ont de la famille ici, à Bethléem. Maintenant, ils ne peuvent plus venir ici car il leur faut un permis pour se déplacer. Et là, c'est aussi une partie de Bethléem. Mais c'est derrière le mur maintenant. Et il faut un permis spécial pour aller là-bas. Ce mur est un élément affreux qui s'ajoute à une situation déjà épouvantable. L'aide viendra-t-elle du ciel? Peut-être, dans une ville que les chrétiens considèrent comme un lieu saint. Pour les chrétiens, Bethléem est la ville natale du Christ, et donc un haut lieu de pèlerinage. Par humilité, on se courbe pour entrer dans la basilique de la Nativité. L'Église est une des plus anciennes de la chrétienté. Tous les courants chrétiens se mélangent ici dans une affluence permanente. Il n'existe aucune certitude sur le lieu exact où le Christ est né, mais selon la tradition, il serait né ici, dans une grotte. La basilique est construite au-dessus. À l'endroit présumé de la naissance, on a placé une dalle de marbre, ornée d'une étoile en argent. Plusieurs grottes voisines ont été aménagées en chapelle. Elles permettent de rendre hommage à des saints auxquels elles sont dédiées. Tous sont de près ou de loin liés à la vie du Christ. Dans l'église de Sainte-Catherine, plusieurs éléments font allusion à la nativité du Christ. Sainte Catherine d'Alexandrie est honorée en Terre Sainte depuis les croisades. Tous ces lieux, comme le cloître Saint-Jérôme, sont inscrits au patrimoine de la chrétienté. La veille de Noël, un cortège sillonne la ville et même le Père Noël est au rendez-vous. La foule se laisse porter par le rythme du défilé des scouts palestiniens. Dans quelques heures, la magie de Noël va opérer et la ville va prendre une dimension irréelle. La veillée de Noël commence. Dans la nuit, les influences se mélangent en couleurs et en sons. Le Proche-Orient est partout présent. Une lumière particulière éclaire les pèlerins venus de très loin. Je suis venue à Bethléem avec des amis pour aller à la messe de Noël à l'église Sainte-Catherine. Et c'est un moment très fort pour les chrétiens. Je viens de Tanzanie, Corée du Sud, Colombie, d'Angleterre, spécialement pour être ici ce soir. C'est la Terre Sainte. Je rêvais de venir ici depuis que j'étais petite. Les fidèles se pressent à l'entrée de l'église. À l'intérieur,
c'est la foule des grands jours. Traditionnellement, le président de l'État palestinien assiste à la messe de minuit. Chacun veut immortaliser l'instant et la paix de Noël. À la frontière égyptienne, le territoire palestinien comprend aussi une étroite parcelle longue de 41 km, la bande de Gaza. En raison de l'embargo imposé au territoire, des tunnels clandestins assurent une bonne partie des échanges avec l'Égypte. Les 14 km de frontière sont un véritable gruyère. Un incroyable réseau très ramifié où tout a été prévu. Les tunnels débouchent sur la ville frontière de Rafah. Dans la ville flotte le drapeau du Hamas, le parti islamiste qui est, avec le Fatah, une des deux composantes principales de la politique en Palestine. À Gaza, le taux de chômage est énorme. Il atteint 40%, alors que la moitié de la population n'a pas 18 ans. L'aide internationale est indispensable pour survivre tant bien que mal. Certains quartiers de Rafah ont été complètement vidés de leurs habitants. Les immeubles en construction ou inachevés sont déserts, à cause de l'insécurité permanente et de la lourde pression militaire. Régulièrement, on manifeste pour apporter un soutien aux prisonniers qu'on s'efforce de ne pas oublier. Malgré le conflit, la vie continue à Rafah et l'espoir permet d'avancer. Non loin de Rafah, les installations de l'aéroport Yasser Arafat avaient été réalisées grâce au financement de différents pays étrangers. En fait, Israël n'a jamais permis à l'aéroport de fonctionner et l'a détruit 3 ans à peine après son inauguration. L'aéroport devait être une première étape marquante dans la reconnaissance du pays. Mais au-dessus de Gaza, règne une zone d'exclusion aérienne. À Deir el-Bala, la côte méditerranéenne dresse d'imposantes dunes de sable. Pour les enfants, c'est le terrain de jeu rêvé. Mais l'accumulation de sable qui s'insinue partout avec le vent est un inconvénient pour les exploitations agricoles. L'agriculture ne suffit pas aux besoins alimentaires des Palestiniens qui dépendent ici aussi de l'aide extérieure. Avec l'interdiction d'exporter et à cause des entraves que subissent les approvisionnements, l'économie est asphyxiée par le blocus. La côte de la bande de Gaza ressemble à toutes les côtes sableuses de la Méditerranée. Mais le blocus empêche les Palestiniens d'en bénéficier pleinement. En effet, une zone d'exclusion interdit de naviguer au-delà d'une certaine distance de la côte. Résultat, beaucoup de pêcheurs attrapent le poisson à l'aide de filets tendus depuis le rivage. Les restrictions imposées au secteur de la pêche par Israël privent les Palestiniens d'une ressource vitale. Les efforts sont considérables, mais les prises sont rarement à la hauteur des espérances. Dans beaucoup de domaines, les Palestiniens ont appris à se débrouiller pour compenser les problèmes d'approvisionnement. Le marché de l'occasion est florissant. Il existe encore quelques entreprises industrielles dans la bande de Gaza, malgré les guerres chroniques. Mais on estime que le blocus en vigueur a entraîné la fermeture de 95% des activités. Les produits alimentaires ne sont pas épargnés. Leur production est réduite d'un tiers avec des conséquences directes sur la population. L'agriculture tout entière est sinistrée et les causes sont multiples. Manque de matériel, manque d'entretien et surtout, manque d'eau. Pourtant, la terre est capable de donner de beaux fruits. Une terre riche de promesses.
Quand elles ne sont pas touchées par les offensives militaires, les maisons souffrent du délabrement. Et malgré tout cela, l'espoir survit. L'instinct de conservation aussi. Comme dans un camp retranché, on cultive un petit lopin de terre pour sa propre consommation. Tofik Thomas Altanani. Je cultive en fonction des moyens que j'ai et de la marchandise que je peux trouver. À part mon potager, il n'y a rien à faire ici. Donc je reste chez moi et je ne fais rien. Les traditions ancestrales comme l'élevage n'ont pas disparu, mais les pâturages se résument à de minuscules enclos. Tous les ingrédients nécessaires à l'agriculture sont là, la terre et le climat. Il ne manque que la paix. La ville de Gaza occupe un site portuaire très ancien au bord de la mer Méditerranée. L'endroit était déjà fréquenté par les Égyptiens de l'Antiquité. À Gaza City, les références au passé existent quand elles n'ont pas été enlevées. La statue du soldat inconnu a été enlevée par les Israéliens. Mais il est impossible de faire disparaître toutes les allusions au combat mené par les Palestiniens. La réalité de la Palestine prend ici une autre dimension, avec des institutions politiques bien réelles. Et les murs de Gaza racontent l'histoire. Gaza City est la plus grande ville de la bande de Gaza. La densité de population est ici une des plus élevées du monde, avec toutes les conséquences en matière d'hygiène et de ravitaillement. Et même si l'on trouve de quoi survivre, cela ne suffit pas. Il y a un peu de marchandises, mais c'est l'argent qui manque. Tout ce qu'on peut trouver à Gaza est ici. Mais il n'y a pas d'argent. On n'a aucun moyen. Comme partout, les marchés de Gaza ont leur spécialité. Les méthodes peuvent quand même surprendre. Ici, on vend les vêtements aux enchères. Le marché des pièces de rechange est en plein boom, signe d'une économie à bout de souffle. Tout se recycle et tout se vend dans un tiers-monde instable où règne la loi de la débrouille. La vie continue. On se marie toujours à Gaza. C'est un signe que l'on croit en des jours meilleurs. L'histoire est un dénominateur commun pour toutes les communautés à Gaza. Le palais Pacha a connu des propriétaires très différents depuis le XIIIe siècle, et toutes les cultures y fusionnent. Dans le cimetière chrétien, les destins se croisent, unis pour la même cause palestinienne. Jaber Gilda est prêtre et directeur d'école. Nous sommes à peu près 1500 ici, en majorité des Grecs orthodoxes. Nous sommes ici et nous sommes palestiniens. Certains d'entre nous sont arrivés comme réfugiés de Palestine, en provenance d'Ashkelon, Jaffa ou ailleurs. Il y a 4 églises par ici, mais la principale, c'est l'église grecque orthodoxe, où nous nous trouvons en ce moment. Beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école à Gaza. Pour les Nations Unies, il faudrait plusieurs centaines d'établissements supplémentaires. Madame Alakras est directrice d'école. Ici, les familles insistent, ils nous aident beaucoup. Ils n'ont rien, leurs armes, c'est les études, c'est leurs enfants. Ils font tout pour que leurs enfants étudient. Les préceptes de l'islam rythment la vie quotidienne des habitants de Gaza. Une grande majorité d'entre eux sont musulmans sunnites. Les appels du muezzin marquent l'heure de la prière. Les fidèles convergent en direction de la mosquée El Omar Kébir. On y trouve une maquette de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Elle rappelle l'attachement des musulmans à la ville sainte.
Le soir, à Gaza City, Palestine Street, les Champs-Élysées de la ville, voient défiler une foule en quête de petits plaisirs. Dans la cohue, on ne remarque même plus les groupes électrogènes qui prennent le relais quand l'électricité est coupée. Les coupures de courant n'empêchent pas de vivre. Et on se débrouille même pour jouer aux cartes dans l'obscurité. Par son port, la ville de Gaza est entrée très tôt dans l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire semble avoir fait une pause. Tout le monde se retrouve à la plage le vendredi après-midi. La Palestine vit à l'étroit sur un territoire qui ne manque pas d'atouts. À commencer par une population jeune, qui a envie d'apprendre et qui rêve d'entreprendre. Depuis des siècles, la Terre Sainte est riche de tant de promesses qu'on se prend à rêver de liberté.